C'était il y a 20 ans, le 11 septembre 2001 nous faisait entrer dans une nouvelle ère, celle de la guerre contre le terrorisme islamique. Une nouvelle ère également synonyme de nouvelles règles de sécurité pour monter dans un avion. Le secteur s'est adapté comme il s'adapte aujourd'hui aux conséquences de la pandémie ou aux exigences environnementales. Mais à quoi ressembleront nos aéroports dans 10 ou 20 ans? Vont-ils radicalement changer de physionomie? On en parle tout de suite avec mes invités. Edward Arkwright, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général exécutif du groupe ADP. Sergio Colella, bonjour, président de CITA Europe, et Laurent Pellegrin, bienvenue à vous aussi, vice-président de France d'IDEMIA. Je ne vais pas vous demander de présenter ADP, mais peut-être en un mot, CITA Europe, Sergio Colella, c'est quoi? Alors, CITA, c'est une entreprise mondiale qui permet au transport aérien d'avoir les services nécessaires à son fonctionnement. Mondial parce qu'on est présent dans 200 pays, on opère au travers de 1000 aéroports, et c'est tous les services qui permettent aux compagnies aériennes, aux aéroports, au gouvernement d'assurer une expérience du passager qui soit la plus fluide possible en termes de technologie, en termes de système d'information. Donc dans CITA, il y a télécommunications aéronautiques, mais ça va bien au-delà de ça? Absolument. On a été fondé il y a 70 ans par les plus grandes compagnies aériennes, en 1949. À l'époque, il y avait 50 millions de passagers dans le monde. En 2019, il y en avait 4 milliards. Et depuis, on a grandi avec le secteur aérien. On fait des télécommunications, on fait des systèmes d'information, on fait des kiosques qui permettent de traiter automatiquement l'expérience du voyageur. Et donc, c'est l'ensemble des solutions qui permettent au transport aérien de fonctionner correctement. Avec évidemment beaucoup d'innovations. IDEMIA, on est dans la reconnaissance faciale, c'est ça? Alors on est plutôt dans la biométrie, Oui. dont la reconnaissance faciale fait partie. L'ADN, alors IDEMIA, c'est 14 000 personnes, c'est une société française donc qui est présente dans 180 pays. Mais l'ADN, à la base, c'était il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, c'était pour garantir les élections en Afrique avec l'empreinte digitale. Ok. Puis ensuite, ça a été l'équipement du FBI sur toute la problématique de biométrie, Interpol, etc. Puis quasiment les pays, les polices du monde. Donc avec l'ADN des empreintes. Puis on arrive aujourd'hui à la reconnaissance faciale. L'idée, c'est que le visage devienne votre identité et que derrière, les usages sont clairement immenses. Ouais, et on va voir ce que ça change évidemment en matière de sécurité et de fluidité aussi dans les aéroports. Edward Arkwright, je vais justement commencer par cette thématique de la sécurité. Il y a 20 ans, 11 septembre, ça a bouleversé nos vies, bouleversé vos métiers. Si on fait un petit flashback avant de se projeter dans l'avenir, c'est le thème de l'émission, d'aller vers l'avenir, qu'est-ce que ça a changé pour ADP ? Bon, d'abord, le 11 septembre a changé beaucoup de choses pour chacun d'entre nous. Dans le secteur aérien, ça a changé avec l'apparition de nouveaux contrôles. Le monde aérien et le terrorisme ont toujours entretenu des rapports particuliers, puisqu'il a fallu adapter les procédures du monde aérien au terrorisme. Dans les 70, c'était les détournements. Dans les années 80, c'était les explosions en vol. Dans les années 2000, avec le 11 septembre, on découvre que l'avion peut être une arme. Et donc, 2 jours après, vous avez la mise en place d'un certain nombre de mesures qui, pour faire simple, sont le contrôle systématique de tous les bagages, aujourd'hui avec 3 niveaux de contrôle. Et pour faire simple, c'est le fait de sécuriser les cockpits, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et puis après, il y a eu des évolutions depuis. En 2006, suite à une alerte, un attentat raté à Londres, on a mis en place une réglementation sur les liquides qui fait que vous ne pouvez plus prendre votre bouteille d'eau ou que nous avons des tas de déchets à recycler. Donc ce lien entre menaces et adaptation du transport aérien, il est ancien. Le transport aérien s'adapte à des menaces, il s'adapte aussi à des évolutions de la société, comme le prouve évidemment l'évolution de la situation sanitaire. Alors on va se projeter un peu à partir de ce qui existe aujourd'hui, parce que c'est ça qui est intéressant dans cette émission, la reconnaissance faciale. On va démarrer avec ça, même si j'ai bien compris que la biométrie, ça allait au-delà de cette seule technologie. Vous l'utilisez déjà dans les aéroports parisiens. Depuis quand et comment ? Alors, la reconnaissance faciale, vue d'un gestionnaire d'aéroport, c'est d'abord quelque chose au service des passagers. Donc, c'est rendre possible ce dont on va parler, c'est-à-dire un parcours passager sans couture, articuler une exigence de sur-mesure et de sans couture avec des flux qui ne cessent de croître et des contrôles qui ne cessent de croître. Le deuxième intérêt de la reconnaissance faciale, c'est une efficacité opérationnelle. C'est être capable de gérer ces opérations de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, et si possible d'avoir moins d'espace, puisqu'on sait que l'espace va consommer du CO2, va avoir une empreinte environnementale. Et puis à côté de ça, il y a une utilisation en termes de sécurité, que par exemple l'attentat de Zaventem a bien montré, qui fait qu'on s'est rendu compte qu'avec des caméras, qu'avec des systèmes de reconnaissance à l'intérieur de l'aéroport, on pouvait peut-être essayer de prévenir. Ces deux usages sont à séparer. C'est-à-dire que si on commence à mêler les deux, on introduit chez le passager ou chez le citoyen
une idée ou un soupçon qui est inapproprié. Donc nous, dans les aéroports, on utilise la biométrie, la reconnaissance faciale pour ce service à rendre aux passagers. Oui, mais ça vous permet aussi de mettre une brique sécuritaire supplémentaire. Ça le rend possible, Oui. là où le cadre juridique, là où les autorités le souhaitent, là où les citoyens l'acceptent. C'est pas ce que nous faisons dans les aéroports parisiens. Dans les aéroports parisiens, si vous, tout d'un coup, vous utilisez la reconnaissance faciale pour des exemples qu'on va évoquer, vous le faites dans un cadre qui vous garantit que ces données sont anonymisées, qu'elles ne sont pas conservées et que donc elles sont extrêmement compatibles avec les droits et les libertés publiques, en tout cas la conception que nos sociétés s'en font. Alors comment, je démarre souvent mes débats par cette question, je vais vous la poser à tous les trois, et on ne va pas aller en 2040 parce que c'est peut-être un peu loin, mais si on est dans 10 ans, qu'est-ce qui pour vous va peut-être radicalement changer dans un aéroport? Sergio Colella. Alors, si on prend le point de vue du client final, Oui. le client final, c'est le passager. C'est moi. C'est vous. L'aéroport, dans 10 ans, il doit vous simplifier la vie. Il doit faire en sorte que quand vous voyagez, vous laissez le stress à la maison, malgré le nombre croissant de contrôles, de vérifications qui sont nécessaires pour rendre le voyage sécure de tous les points de vue. Ça, c'est la promesse. C'est quoi les outils pour tenir la promesse? Alors, la technologie est prête, les outils sont prêts pour vraiment respecter cette promesse. D'abord, la biométrie. La biométrie, c'est la garantie de faire en sorte qu'en fait, votre carte d'embarquement, c'est votre visage. Votre passeport, c'est votre visage. C'est les techniques de mobilité. C'est le fait que votre smartphone devienne la télécommande de votre voyage. Donc, vous savez... vous avez toutes les informations nécessaires à votre voyage. Quand il y a un changement, vous êtes prévenu. Vous avez dans votre smartphone toutes les informations qui sont nécessaires pour être reconnu. Vous avez votre passe sanitaire, vous avez votre passeport. Et ensuite, ce sont les technologies d'intelligence artificielle, les technologies de computer vision, donc de vision au travers d'outils informatiques qui permettent de réguler un nombre croissant de passagers, de permettre de faire en sorte que le voyage soit le plus fluide possible. Enfin, et c'est très important en Europe, c'est un aéroport vertueux du point de vue des émissions de CO2. Évidemment, l'enjeu et ça, écologique il est majeur. Peut beaucoup. Alors, même question, comment vous imaginez-vous, fort de ce que vous développez, des technologies qui existent déjà ou de celles sur lesquelles vous travaillez, de nouveaux, de peut-être surprenants? Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on doit être à l'optimum de deux choses, c'est la sécurité en tant que telle et l'expérience passager également. Il n'y a plus besoin de venir 2 heures avant à l'aéroport, c'est de passer en 10 minutes les contrôles avec son visage. Donc en fait, c'est un monde où la technologie a disparu de la contrainte, mais où elle est partout pour faciliter le voyage et faciliter l'exploitation aussi de l'aéroport, parce que les deux sont liés. Je prends un exemple, plus on fluidifie, plus on défend aussi le modèle économique de l'aéroport. Enfin, tout ça est lié, mais doit se traduire par le fait. Alors, je vais donner un exemple. Au fond, on fait des lois ou des règlements pour 3% des gens qui fraudent, de manière générale. Mais on embête 97, 100%, et voire on fait que déplacer le problème pour les 3 qui restent. Il faut renverser les choses. Ça veut dire que les 97% de gens qui se sont enrôlés avec leur téléphone, qui arrivent et qui passent à l'aéroport et qui basculent dans le parcours biométrique pour aller jusqu'à l'embarquement, eh bien, ils ne soient plus gênés. Il faut que l'expérience soit fluide, simple, moins stressante, on n'a pas besoin de sortir ses papiers, etc. Donc facile. Ouais, cette idée de fluidité, elle revient souvent. Edouard de Quack, on aurait pu commencer par là. C'est quoi? J'ai parlé de portique de sécurité en démarrant l'émission dans mes titres, mais peut-être qu'ils vont disparaître. C'est quoi? Ce sera une sorte de grand couloir d'accès. À quoi ça peut ressembler? Physiquement, je pense que ce qui est important, c'est que le guichet, la file d'attente, l'arrêt disparaissent. Dans un aéroport, vous ne ferez pas disparaître la distance physique. Vous aurez à aller d'un point A à un point B. Nos aînés, pour ceux qui connaissent l'architecture aéroportuaire, Paul Andreu, par exemple, le grand architecte des aéroports parisiens, avait théorisé le fait qu'il fallait être très près entre le moment où on rentre dans l'aéroport et le moment où on rentre dans l'avion. On voit qu'aujourd'hui, c'est très loin, cette vision-là. Bien sûr, on nous affiche même les temps de déplacement. On a cette chance de se déplacer très peu. Dans d'autres aéroports, qui sont nos concurrents, on se déplace beaucoup plus. Ce temps incompressible du déplacement, il peut être mis à la disposition, justement, de la technologie, pour faire tout ce que mes collègues viennent d'expliquer. Et donc faire en sorte que, sans vous arrêter,
eh bien, finalement, on vous a reconnu. Vous vous êtes enrôlé, vous êtes... Vous êtes enrôlé, ça veut dire, parce que là, moi je ne le comprends pas de la même façon que vous. Ça veut dire que je me suis préenregistré, j'ai rentré un certain nombre de données via mon smartphone ou via l'ordinateur, tout simplement, c'est ça, dans les jours qui précèdent? D'une manière générale, l'essentiel, c'est d'avoir fait avant. Plus vous en avez fait avant, Oui. mieux vous vous porterez pendant. On le voit d'ailleurs en ce moment avec les procédures sanitaires. Ouais. Plus vous les faites au départ, mieux ça se passe. Plus vous les faites chez vous, encore mieux ça se passe. Donc, sans relais, ou d'une manière générale, vous avez expliqué, vous avez désigné le fait, vous avez exprimé le fait que vous allez venir à l'aéroport. Okay. Vous, Thomas Hugues, vous allez venir à l'aéroport tel jour pour prendre tel vol. La compagnie le sait, mais pas forcément l'aéroport. La compagnie le sait, mais pas forcément l'État qui a besoin de savoir si vous avez le droit de voyager, par exemple. Ouais. Donc ça va être la phase qui peut être à la maison. Elle peut être à la maison, ou si vous n'avez pas envie de le faire à votre domicile, parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous n'avez pas cette pratique, elle peut se faire à l'aéroport par le biais de bornes, vous en avez déjà qui existent. Cette phase-là, ensuite, elle peut prendre une information et l'envoyer vers tous les acteurs qui sont concernés. Aujourd'hui, vous avez un acteur qui s'appelle la compagnie aérienne. Ouais. Elle sait que vous arrivez, elle sait que vous allez enregistrer un bagage, pas de bagage, et elle sait qu'elle va vous retrouver une porte d'embarquement et qu'elle va vérifier que vous êtes bien sur le bon vol. Puis il y a un deuxième acteur qui s'appelle l'État. L'État, il ne sait pas que vous allez voyager, il le découvre, mais par contre, il sait si vous avez le droit de voyager. Donc il va le vérifier pour la frontière, si vous êtes en zone internationale, de façon aléatoire, si vous êtes en zone Schengen, de façon encore plus aléatoire, si vous êtes sur le territoire national. Et puis il y a le gestionnaire d'aéroport, qui, lui, n'a pas à savoir si vous allez voyager ou qui n'a pas à savoir si vous avez le droit. Oui, parce que mais sinon, il y a... si vous n'avez pas quelque chose qui ne va pas dans votre veste Oui, d'accord. ou dans votre bagage, Ouais. ou qui a à savoir si vous êtes vacciné ou que vous avez votre passe sanitaire. Ces trois acteurs-là, aujourd'hui, ils s'ignorent. La technologie, qui est très bien représentée dans ce plateau, permet d'apporter ce service. Il s'ignore parce que la loi l'interdit? Il s'ignore parce que la loi l'interdit et Ouais. puis parce qu'il n'est pas illégitime qu'il s'ignore. Ce que permet les technologies développées par mes collègues, c'est que du coup, vous pouvez prendre une même information, l'envoyer vers ces acteurs, faire en sorte qu'elle soit traitée et qu'à la fin, on vous dise « Oui, Thomas, vous avez le droit de voyager ». Cette vision de l'aéroport à 2030, elle n'est pas du tout fantasmagorique d'un point de vue technologique. Elle est beaucoup plus complexe du point de vue des process, du point de vue des réglementations, du point de vue du fait de faire travailler les gens ensemble. C'est ce à quoi nous nous employons. Pour que ça fonctionne, il faut des aéroports évidemment de plus en plus connectés. La 5G, c'est une obligation pour vos métiers, Sergio Colella? La 5G sera une accélération. Ouais. Parce que le point de départ qui vient d'être très bien expliqué, c'est que notre objectif, c'est de rendre simple et fluide quelque chose qui est complexe. Il y a de nombreux acteurs dans un aéroport. Il y aura dès après-demain à nouveau, on l'espère, 4 milliards de passagers, donc des flux extrêmement importants. Il faut que le voyageur, son bagage, passe par l'aéroport. Il y a 7 ou 8 intermédiaires avant qu'il arrive à l'aéroport de destination. Donc, la technologie doit permettre de rendre ça plus simple. Alors, à la fois en préparant en avance toutes les étapes du voyage, donc il faut que l'aéroport commence avant l'aéroport, avec les procédures de pré-embarquement, de contrôle sanitaire qui soient faites de manière digitale. Et ensuite, dans l'aéroport, si on veut optimiser chaque moyen, que ce soit le bus, que ce soit le temps de roulage de l'avion, que ce soit la connectique entre tous les outils qui permettent à l'aéroport de fonctionner, la 5G sera un accélérateur. Pourquoi ? Tout simplement parce que le temps d'échange et la quantité d'informations échangées sera multiplié par 10. Donc, on accélérera. On pourra envoyer des fichiers lourds, on pourra envoyer des vidéos, on sera capable d'avoir des véhicules autonomes sur le tarmac. C'est ça la promesse de la 5G. Donc Une accélération. ce que j'entends vraiment, c'est plus on fait de choses, déjà aujourd'hui, mais ça sera encore plus vrai après, plus on prend d'avance, plus on fait de choses avant d'arriver à l'aéroport, plus le système que vous êtes en train de mettre en place fonctionne. Absolument. C'est et ça, hein. c'est une question de collaboration entre les acteurs. Pour votre voyage, sans que vous le sachiez, votre information, et vous êtes géré par un nombre important d'acteurs. L'aéroport, le contrôle aux frontières, l'opérateur de votre bagage, une première compagnie aérienne, peut-être un aéroport intermédiaire, une deuxième compagnie aérienne, l'aéroport d'arrivée, la frontière. Donc il y a énormément d'acteurs, en moyenne plus de 10 acteurs, qui doivent intervenir pour faire que votre voyage soit le plus fluide possible. La technologie le permet,
d'ores et déjà, c'est une question d'intégration et de coopération. Alors comment ce que j'entends depuis le début, c'est, vous dites la fluidité, le service aux passagers et puis la notion de sécurité. La technologie fait que c'est la même technologie qui permet de répondre aux deux impératifs. Comment justement vous intégrez les notions de respect des données, peut-être le choix du passager, de dire je communique sur tel élément et pas sur tel autre. Est-ce que c'est la logique de l'avenir pour vous, ça ? En tout cas, le périmètre réglementaire, voire presque philosophique, en tout cas en Europe, c'est le consentement. Oui. Donc la RGPD nous a donné ce cadre-là et nous travaillons toujours avec la CNIL comme un partenaire pour faire en sorte que le respect des réglementations soit le plus précis possible. Et donc l'expérimentation pilote que nous faisons avec ADP à Orly, c'est dans le cadre d'un partenariat et d'une explication avec la CNIL pour faire en sorte que le système ne soit que sur la base du consentement. Donc, ce qui fait que, par exemple, sur les vols qu'on a étudiés sur cette expérimentation, 40%, à peu près un peu moins de 40% des gens ont accepté et sont très satisfaits en termes de retour de l'expérience. Mais personne n'est forcé, évidemment. Ouais. Mais ça, c'est une limite en matière de sécurité. Non, parce que le reste du système fonctionne comme il est, qui est déjà très sécurisé, globalement. Mais la progression, on l'accepte bien avec son téléphone pour des opérateurs privés dont on ne connaît pas grand-chose. L'acceptation va grandissante. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ceux qui le font ont beaucoup de mal à revenir en arrière. Beaucoup de mal. Ça, c'est important de le dire. Est-ce qu'il y aura des taxis aériens dans vos aéroports ? Il y en a je sais, on a fait un reportage il y a quelques mois sur un test une démonstration qui avait été faite. C'est amené à se développer, ça ? Oui, évidemment. Vous aurez à partir d'octobre prochain à Pontoise une zone d'expérimentation qui sera la première d'Europe, dans laquelle on va tester tout un écosystème. Ouais. La machine qui vole, n'importe qui va sur Internet ou tous ceux qui ont la chance de voir vos émissions voient que c'est une réalité. Ouais. Mais la machine, elle ne vole pas tout seul. Elle a besoin d'être dans des procédures de sécurité, de sûreté. Elle a besoin d'être acceptée par les riverains. Elle a besoin de montrer qu'il y a une expérience passager. Est-ce que vous allez arriver avec des bagages, pas de bagages ? Est-ce que c'est piloté, pas piloté ? Comment c'est maintenu ? Voilà. Donc c'est cet écosystème que nous avons créé à l'aéroport de Pontoise qui mobilise tous les acteurs. Il y a un engouement autour de ces technologies que dans le jargon on appelle les VTOL, Vertical Take-Off Landing, et qui va permettre d'apporter des nouveaux usages. L'intérêt de ces véhicules, c'est peut-être d'avoir de belles images et de faire des taxis volants, le rêve du 5e élément. C'est pas vraiment ça. C'est de montrer qu'il y a des nouveaux usages de l'aérien dans le monde de demain et que ces nouveaux usages, ils arrivent en 2024. C'est la technologie, c'est la logistique du dernier kilomètre sur de la très haute valeur ajoutée, c'est du transport sanitaire modifié, c'est une nouvelle manière de relier de toutes les mobilités urbaines avec les mobilités aériennes et de créer des nouvelles connexions. Et de le faire dans une aviation qui est décarbonée et qui est sans nuisance. Et c'est ça que nous testons. Voilà. Le vol en tant que tel, c'est bien. L'usage dans une vie quotidienne en 2024, c'est encore mieux. C'est ce qu'on montrera au jeu avec des milliers de passagers, j'espère, qui seront Alors, sur quel type de navette ? Parce que ça va être entre deux lieux donnés, c'est ça ? Alors on part d'un point. Nous, la conviction qu'on a. On ne pourra pas commander son taxi aérien n'importe où dans Paris, évidemment. Mais on est dans un partenariat avec la RATP, donc ADP et la RATP, le soutien notamment de la région Île-de-France. La conviction qu'on a, elle est très simple. On part d'un point A, on arrive à un point B. Le point A, il est aéronautique, le point B, il est aéronautique. Et entre-temps, vous avez pris une route aéronautique. Donc vous avez le même degré de confiance que celui de l'aviation commerciale. Sinon, ça risque de tomber et ce n'est pas l'objectif. La deuxième conviction, c'est que vous avez un écosystème. Voilà. Il n'y a pas les avionneurs d'un côté, etc. La troisième conviction, c'est qu'il faut montrer les usages et il faut que ça soit accepté. Et la meilleure manière de le faire, c'est de le tester à l'échelle. Paris sera la capitale mondiale qui verra arriver ces nouveaux types de mobilité grâce au jeu. En tout cas, si nous tenons la feuille de route sur laquelle nous sommes aujourd'hui en ligne. Et donc, je vous donne rendez-vous en octobre à Pontoise. Je voudrais qu'on parle d'écologie pour terminer, parce que c'est évidemment une dimension très importante des aéroports de demain. Sergio Colella, vous l'avez évoqué tout à l'heure. En quoi les outils numériques, je vais généraliser, sont un levier de frugalité en matière environnementale, en matière écologique, dans un aéroport ? Alors, je vais prendre un exemple bien précis. Nous avons racheté, en tant que CITA, Société Mondiale, une très belle start-up française qui s'appelle Safety Line, qui produit un software sur la base de Big Data qui permet d'optimiser les phases de décollage et d'atterrissage de chaque avion,
en fonction du comportement individuel de chaque avion. Parce qu'un Airbus 320 a un comportement un peu différent d'un autre Airbus 320, avec des phases et des calculs d'économie qui peuvent aller jusqu'à 10% d'économie de kérosène sur le vol. L'autre élément, c'est tout le temps de roulage, parce qu'un avion est fait pour voler, il n'est pas fait pour rouler sur le tarmac. Quand on optimise ça, on est capable de réduire la consommation grâce au big data de kérosène et donc de CO2 de l'ordre de 10%. Ça veut dire, sur un Paris-Nice où on peut compter 3 tonnes de kérosène, des économies entre 100 et 200 kilos de kérosène par voyage. Effectivement, c'est marquant. Ils seront forcément à propulsion hydrogène. Allez, je vais 2040, là, je vais plus loin. Bon, d'abord, c'est final, on est heureux parce que c'est nous qui les avons accompagnés, on est heureux de l'avoir vendu à CITA. Et une bonne opération. Ils étaient expérimentés à Paris, c'est une bonne opération, ça permet de passer à l'échelle. Bon. Oui, c'est bien ça l'objectif. Donc c'était une bonne opération. Voilà. Sur l'hydrogène, 2040, l'hydrogène sera vraisemblablement, c'est le pari industriel que fait la France et que donc nous suivons, présent dans les aéroports parisiens. Ça veut dire que l'hydrogène en 2040, c'est 25 à 30% des besoins d'énergie de l'aéroport Charles de Gaulle. Ça modifie complètement le transport aérien. Ça le modifie dans son quotidien, des temps de la sécurité, des temps de rotation, etc. Ça le modifie dans son rapport au territoire. Ça met à la disposition de tous ceux qui nous entourent une énergie propre, et ça modifie ces éléments de compétitivité, puisque l'hydrogène, en gros, c'est fonction du coût de votre électricité. Si vous avez un pays à électricité compétitive, vous aurez un aéroport compétitif. Est-ce que ça modifie aussi le look des avions? Est-ce qu'il va falloir qu'ils changent un peu? Oui, puisque l'hydrogène pour voler a besoin d'être liquéfié, donc ça ne marche pas très très bien avec la forme des avions d'aujourd'hui, donc vous aurez des petites modifications. Un peu plus ventru peut-être? Un petit peu plus ventru, oui. Voilà. Mais l'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est une technologie qu'on connaît assez bien pour la faire venir. On a plus de mal à la faire voler, et donc aujourd'hui il y a un enjeu industriel majeur, mais ça va changer considérablement la physionomie. Peut-être un autre point au-delà de l'avion. L'aéroport peut être aussi faire partie de l'économie de CO2. 30% des émissions de CO2 sont dans l'aéroport quand on arrive à l'aéroport, lorsque on est, comme je disais, en temps de roulage pour les avions, mais aussi toutes les bus, les véhicules qui sont dans l'aéroport. Donc, ça aussi, c'est un élément d'optimisation et de décarbonisation important. Allez, 1 minute pour terminer, parce que je vous ai un peu moins donné la parole depuis un moment. Est-ce qu'il y a une innovation qui est dans vos tiroirs, là, qui peut nous intéresser, nous surprendre en matière de biométrie? Le simple fait déjà de prendre son téléphone et d'avoir son billet d'avion et son visage qui vont dans le QR code de la compagnie aérienne, c'est déjà pas mal. Alors c'est pas une innovation, on l'a déjà, mais qui n'est pas encore déployée partout. Ça changera quand même pas mal la vie des gens. La deuxième chose, c'est l'analyse vidéo intelligente. C'est-à-dire la capacité de gérer un aéroport avec la gestion des anomalies, la traçabilité absolue de ce qui s'est passé, l'aide à l'enquête judiciaire en cas de truc, mais aussi la traçabilité des bagages de bout en bout pour que les compagnies aériennes... Voilà, c'est déjà aujourd'hui en fait, en réalité. Et ben voilà, donc c'est bien. Ça, on aurait pu en parler aussi. La traçabilité des bagages, on va peut-être moins en perdre. On espère, bien sûr. Bien sûr. C'est un de vos défis. C'est un de nos défis. Le bagage en tant que tel, il est de plus en plus identifié grâce à la RFID, donc ça c'est assez basique. La principale source de dysfonctionnement sur les bagages, c'est ce qu'on appelle les tri-bagages, sa maintenance, donc ce sont des engins très fragiles. Et effectivement, parfois il y a des petites difficultés, donc on travaille avec les compagnies à le résoudre. L'été s'est plutôt bien passé. On a eu un mauvais été il y a 2 ans et cet été s'est plutôt bien passé. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter l'aéroport du futur qui va retrouver son niveau de passagers en 2025. Ah oui, 25 vous dites. À Paris, plutôt dans le reste du monde, puisque nous sommes présents dans 26 pays, dont Delhi. Il ne faut jamais l'oublier, ADP, c'est Aéroport de Paris, mais c'est international. Merci beaucoup. On passe à Smart Money tout de suite et les ciseaux à ADN CRISPR.